avoir revendiqué leur indépendance, les trois républiques baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Malgré les pressions multiples et répétées du pouvoir central, elles n'ont jamais cessé de dénoncer leur intégration forcée à l'URSS en août 1940. Dès l'échec du coup d'État, elles ont pris leur revanche sur le communisme et proclamé haut et fort leur indépendance. Dans les trois républiques, le parti est aujourd'hui interdit, ses symboles renversés. Une reconnaissance internationale, désormais, l'objectif des trois républiques baltes. L'Ukraine décide à son tour de quitter l'Union. Samedi, au cours d'une session extraordinaire du Parlement, le président est destitué, un décret d'indépendance adopté. La foule, à l'extérieur du Parlement, exulte. Une indépendance lourde de conséquences pour la fédération. Après la Russie, l'Ukraine est la plus peuplée, 51 millions d'habitants, mais également la plus riche des républiques soviétiques. Sans elle, le traité de l'Union, cher à Mikhaïl Gorbatchev, perd une grande partie de sa substance. L'indépendance devra néanmoins être confirmée par un référendum le 1er décembre. Même scénario en Biélorussie, le Parlement, à l'unanimité, a hier adopté une déclaration d'indépendance totale. Les structures du Parti communiste sont interdites, les activités du PC toutes suspendues. La Biélorussie, 10 millions d'habitants, avait jusqu'à présent très peu revendiqué son indépendance. Mais les premiers troubles avaient éclaté en mars dernier. Conséquence de la catastrophe de Tchernobyl, la foule hostile réclamait la démission de Mikhaïl Gorbatchev, le changement immédiat des dirigeants du parti. Une indépendance proclamée depuis le 9 avril dernier, la Géorgie, 5,5 millions d'habitants, n'a pas attendu l'échec du coup d'État pour faire sécession. La petite république a toujours refusé le traité de l'Union. Souveraine, mais pas encore indépendante, l'Arménie devait organiser le 21 septembre prochain un référendum sur l'indépendance. Elle pourrait décider d'accélérer le processus et quitter à son tour l'Union. Enfin, dernière république pour l'instant à faire sécession, la Moldavie. Le Parlement a été convoqué en session extraordinaire demain et devrait proclamer l'indépendance. Ancien territoire roumain annexé en 1940 par l'URSS, la Moldavie, 4,5 millions d'habitants, souhaite, depuis la chute du régime Ceausescu, un rapprochement avec son voisin roumain. Lasdier, seul poste frontière ouvert entre la Lituanie et la Pologne. Dans ce décor de guerre froide, pour passer, il faut attendre 3 jours sur un parking l'hiver, 5 jours parfois l'été. Ces gardes-frontières soviétiques dépendent du KGB. C'est leur dernière nuit à Lasdier. Aujourd'hui, la Lituanie reprend le contrôle de sa frontière avec la Pologne. C'est une poste frontalière. Est-ce qu'il n'a pas... Elle a dit il ne sera pas donné à personne. Mais est-ce qu'il sait que la Lituanie est indépendante maintenant? А вы знаете, что теперь Литва независимая республика? Pardon, извините, пожалуйста. Я не слышала ответа. Non, elle dit c'est fini. Pas de réponse, c'est fini. Et pourtant, la Lituanie est indépendante. Elle a dit vous avez passé la barre. Où est-ce qu'on est ici en URSS, en Pologne? Non, on donnera l'interview après. Mais последний вопрос. Après, когда потом? Demain. Mais где мы теперь находимся? Это что? Польша, Литва, Советский Союз? Здесь пока Советский Союз. Et là encore, c'est l'Union soviétique. Depuis minuit, ça n'est plus l'Union soviétique. Он говорит, после полуночи это уже не Советский Союз. Только передали... C'est vrai, reconnaît l'adjudant du KGB. Maintenant, nous allons devoir travailler sous les ordres des Lituaniens, jusqu'à ce qu'on ait mis de vrais postes frontières entre la Lituanie et l'Union soviétique. Donc à partir de maintenant, vous êtes ici en Lituanie et non plus en Union soviétique. Значит, с этого момента вы здесь находитесь в Литве, а не в Советском Союзе больше. Oui, c'est possible. Si les gardes-frontières du KGB ont accepté sans difficulté de laisser les douaniers de Lituanie travailler, ils ont refusé que les caméras puissent filmer le premier visa lituanien tamponné sur un passeport à la place du visa soviétique. La peur est passée et les caricatures refleurissent sur les murs de Moscou.
La démocratie demande de ne pas tirer et on se moque de l'armée qui dit agir selon la loi. Andrei Kolganov était membre du comité central au Parti communiste russe. Il est un de ceux à s'être opposé dès la première heure à la junte. Le jour même du putsch, il a envoyé un télégramme à la direction du parti demandant un retour au respect de la Constitution. Pour lui, le Parti communiste est responsable. Bien sûr, le parti est responsable, il aurait dû aider aux réformes économiques, il ne l'a pas fait. C'est à cause de la situation économique qu'il y a eu le putsch. Aujourd'hui, André est au chômage. Son bureau est mis sous scellé et quand il téléphone au comité central, personne ne lui répond. La rapidité des événements lui laisse un goût amer. Il n'aurait pas cru que le parti s'écroulerait si vite. Le Parti communiste, tel qu'il existait, n'a pas d'avenir. Je pense qu'il va être liquidé. Mais les communistes, maintenant, peuvent créer une organisation indépendante, sans lien avec la partocratie. Il aurait dû le faire il y a longtemps, hélas, on le fait maintenant dans les pires conditions, au moment où le Parti communiste est discrédité. Andrei Kolganov est sûr que l'idée communiste triomphera en URSS. En attendant, le Parti communiste russe en est à demander quelques bureaux et quelques téléphones pour pouvoir se réunir. Lénine en penseur, Lénine en marche, Lénine en couleur. L'ode à Lénine est déclinée sur 4 étages et 32 salles. C'est le plus grand musée Lénine parmi les 40 que compte l'URSS. Plus d'1 million de visiteurs par an, les écoliers de Moscou y ont tous fait 5 à 6 visites obligatoires dans leur existence. Nous sommes venus pour apprendre l'histoire de notre pays, mais Lénine ne doit pas être un symbole, pas plus que Marx ou Nietzsche. Chacun doit avoir la liberté de ses opinions. La fréquentation du musée n'a pas augmenté durant les jours troublés de la semaine dernière, car l'histoire était dans la rue. La place Rouge et la place du Manège étaient les centres névralgiques de Moscou. Dehors, on commençait à déboulonner les statues des dignitaires bolcheviques. Il faut garder le monument à Lénine. D'ailleurs, à Dzerzhinsky, il n'aurait pas fallu y toucher. Il faut que nos enfants connaissent les bons et les mauvais moments de l'histoire. Mais l'hommage sans partage à Lénine que représente ce musée fait de moins en moins l'unanimité en URSS. Il faut sauver le musée, mais pas comme la Maison Blanche, à coups de barricade. Il ne faut pas de confrontation physique, mais il faut le sauver comme un élément de notre patrimoine national. Vous savez, les collaborateurs du musée ont un peu peur en ce moment. Mais étant donné que nous vivons dans un État prétendument démocratique, nous espérons tous que rien ne se passera. Mais enfin, vous savez, on ne peut jamais exclure le vandalisme des voyous. Vladimir Ilitch quittera peut-être bientôt l'ancien bâtiment de la mairie de Moscou et depuis quelques jours, sa statue monumentale de la place d'Octobre se sent un peu seule dans la tourmente de la contestation. Il reste le mausolée en pleine place Rouge, pas ouvert à la visite tous les jours, mais élément folklorique incontournable. Pour combien de temps encore ? Oui, je suis un homme heureux parce que le parti, mes responsabilités me procurent beaucoup de satisfaction. C'était ça, les satisfactions de Georges Marchais, la bise à Brejnev, à Gorbatchev de numéro 1 à numéro 1, de parti frère à parti frère, au rythme des pèlerinages au mausolée de Lénine. Tout cela parce qu'en 1920, au congrès de Tours, les socialistes français ont choisi le bolchevisme, la révolution, contre Blum et sa social-démocratie. Tout s'est joué en 3 jours, sous le regard des délégués soviétiques venus tout exprès de Moscou. Ils étaient là, présents physiquement, par des délégués que les minorités rappelaient déjà l'œil de Moscou. Dès lors, le PC français est aligné sur l'URSS. Chaque décision se prend à Paris et à Moscou. Du Front populaire à la libération, l'homme fort s'appelle Thorez, c'est l'homme de Staline. Il règne 30 ans sur le Parti communiste français. La déstalinisation même ne l'affectera pas. Vive la France du printemps démocratique
la France marchant hardiment vers le socialisme que notre peuple bâtira. 1969, Georges Marchais a pris le pouvoir. C'est le temps de l'ambivalence. D'un côté, le PC rejette la notion de dictature du prolétariat, mais de l'autre, il se félicite du bilan globalement positif des pays de l'Est. 1985, la perestroïka a surpris le PCF et on ne se comprend plus très bien entre Paris et Moscou. Alors, vous avez visité, non? Pas encore? On commence. Ce jour-là, Gorbatchev et Georges Marchais ont visité ensemble le musée Lénine à Paris. Georges Marchais devra sans doute effectuer sa prochaine visite en solitaire. La carte de membre du Parti communiste français, Jean Lahotte, là depuis plus de 42 ans. L'effondrement du parti frère soviétique est l'occasion pour ce militant d'un examen de conscience. Je vis mal, j'ai vécu très mal les événements de l'Est depuis quelques années. Pourquoi ? Ce qui ne veut pas dire que je les désapprouve. Je les vis mal parce qu'il est toujours difficile de vivre la perte de dizaines d'années de croyances, d'illusions. Mais je vis bien. Quelles étaient ces illusions ? Les illusions, c'était que l'Union soviétique, c'était le pays... Staline avait dit l'enfance le plus doux espoir, et je m'aperçois maintenant qu'en Union soviétique, la mortalité infantile est égale à celle du tiers-monde à peu près, sinon pire, que le parc de machines agricoles est irréparable, que les usines tournent mal, il y a eu Tchernobyl et l'écologie, le peu de souci de l'écologie. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été trompé pendant 42 ans ? Quand j'ai des moments de profond désespoir, j'ai l'impression d'avoir été trompé, oui, quand j'entends certains dirigeants, je ne les nommerai pas, ça ne sert à rien, c'est pas une question de bonhomme, dire on ne pouvait pas savoir. Je crois qu'on pouvait savoir. Malgré ces tromperies, vous restez communiste et vous restez au Parti communiste ? Alors je vais vous dire pourquoi j'y reste au Parti communiste. Le Parti communiste, c'est pas une église, c'est pas une chapelle. C'est, pour moi, un outil pour changer la société. Or, il y a au moins un point qui est incontestable pour moi. Cette société, elle est pourrie. Elle est gangrénée par la droite et la social-démocratie. Il faut changer cette société. Pour changer cette société, il faut un outil. Alors cet outil, les uns ou les autres, on peut l'estimer un peu usé, un peu vieilli, un peu émoussé, mais j'ai beau regarder autour de moi, j'en trouve aucun autre. Cette carte, il ne la déchirera donc pas. Filmez-moi ici. Regardez-moi, je n'ai rien fait à personne. Pourquoi ils m'ont fait ça? Je ne sais pas de quel côté me tourner. Quelle honte de voir ça en plein XXe siècle, de telles atrocités. Toute la détresse de cet homme pris dans le feu des affrontements qui s'intensifient autour de 3 points principaux. La Banija, tout d'abord, où des combats réguliers ont lieu depuis hier entre militants serbes et croates, chacun se rejetant la responsabilité du début des hostilités. Depuis le 7 août dernier, le cessez-le-feu a été violé plus de 200 fois et les victimes se comptent par centaines. Deuxième centre des combats, la Krajina et la ville de Signe. Là aussi, les blessés sont très nombreux sans que l'on sache vraiment qui tire. Ce sont leurs pères qui leur tirent dessus, leurs pères qui jettent des bombes. C'est une honte. L'Europe doit voir ce qu'est cette démocratie. Ça fait 70 jours que ça dure. Mais les combats les plus violents semblent avoir lieu à l'est. En Slavonie, depuis 48 heures, la région de Vukovar est la cible de bombardements de l'armée fédérale, des bombardements qui interviennent alors que les Serbes et les Croates se déchirent ici depuis des mois. Ce soir, l'armée yougoslave a utilisé l'aviation, selon les Serbes, pour rétablir l'ordre et séparer les ethnies. De leur côté, les Croates affirment que l'armée s'est rangée définitivement du côté serbe. Et jour après jour, la Yougoslavie sombre davantage dans la guerre civile. Un énorme choc sous la ligne de flottaison du côté bâbord du chalutier. La coque est nettement déformée sur plusieurs mètres. Un élément capital aux yeux des familles qui confortent leur thèse, l'abordage par un sous-marin. Ça fait l'impression, si vous voulez, du nombre de chocs, de chenillettes gravées sur la tombe. Donc on parle de choc.
Et ce serait dû à quoi, selon vous, ce choc? Quelle hypothèse? Je recommence. Un sous-marin. Choc en touchant le fond ou abordage par un sous-marin, le juge d'instruction de son côté calme le jeu. Il s'en remet à l'avis des experts qui ont commencé leurs travaux aujourd'hui. Je pense simplement qu'il n'est pas sérieux, si vous voulez, de conclure comme ça. Il faut faire toutes les analyses, tout examiner, et après on donne des explications. L'expertise du bateau va sûrement durer plusieurs semaines. Outre les raisons du naufrage, les experts chercheront également des traces des disparus. Désormais, ils disposent d'une pièce à conviction capitale, récupérée au terme de 8 jours d'un travail colossal. L'épave permettra peut-être de connaître la vérité, mais si elle ne livre rien, il restera une première judiciaire et un exploit technique, et pour les familles, à tout jamais, le doute. Elle est vraiment très petite. 3,56 m pour la 106, 14 cm de moins que la 205. L'objectif visé par la 106 recouvre 43% du marché automobile français. En Europe, c'est le tiers des immatriculations. Pendant 1 an au moins, l'auto sera proposée en version 3 portes avec 3 moteurs, 954, 1124 ou 1360 cm3, couplés à une boîte 4 ou 5 vitesses. La consommation urbaine ira de 6,3 litres à 8,3 litres. Berline dite Bicor, construite sur le châssis de l'AX, son prix s'échelonne de 51 000 à 70 000 francs. Pour faire un produit compétitif, M. Calvet a quand même dû se faire violence lorsqu'on connaît son hostilité à l'égard des importations japonaises. Pour quelles raisons l'autoradio est japonais? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de choses japonaises dans cette voiture. Et l'autoradio ne sera pas que japonais. Il y aura aussi d'autres fournisseurs qui nous apporteront leur concours. Mais il y a effectivement un autoradio japonais. Qui coûtera moins cher. Concurrente directe de la Volkswagen Polo, de l'Opel Corsa ou de la Rover 100 et des japonaises, la 106 sort 1 an avant la future Mini Renault. Elle ne roulera pas sur les brisés de la 205 puisque, comme le dit Jacques Calvet, qui a le sens de la formule automobile, elle est éternelle. Confirmation et déception pour cette 3e journée des mondiaux d'athlétisme à Tokyo. Côté confirmation, celle de Marie-Josée Pérec qui, comme prévu, survole série et demi-finale du 400 mètres. Demi-finale qu'elle emporte ce matin en 49 secondes 94 centièmes, se qualifiant ainsi pour les finales de demain avec une large option sur l'or. Mais les préliminaires sont allés très vite et il faudra compter avec l'Allemande Breuer. Seconde confirmation, elles sont deux, celle de Bruno Marie-Rose d'une part, 4e de sa série du 200 mètres en 20,85, et celle de Jean-Charles Trouabal d'autre part, seconde de sa série en 20,40, devant Linford Christie, le nouveau recordman d'Europe. Leroy Burel, 6e, ne se qualifie pas. Demi-finale et finale du 200 mètres demain. Espoir encore sur 400 mètres messieurs. Olivier Noireau s'est qualifié pour les demi-finales. Quelques déceptions toutefois, notamment Marie-Pierre Duros qui disputait la finale du 3000. La championne du monde en salle n'a pas confirmé en se faisant distancer très rapidement. Et puis c'était aujourd'hui la première journée de l'heptathlon féminin. On attendait la reine de la discipline, Jackie Joyner-Kersee, qui fit très peur hier en se blessant au saut en longueur, qu'elle emporta pourtant. Jackie qui malheureusement dut abandonner aujourd'hui après 3 épreuves et demie à la suite d'un claquage sur le 200 mètres alors qu'elle était en tête. La souffrance de Jackie sous les yeux de sa belle-sœur, Florence Griffith Joyner. La Française Odile Lesage, loin derrière les premières, totalise actuellement 3622 points à 23 points de son record personnel. Bonne nuit à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. J'en connais de tous ceux d'entre vous, par exemple, qui habitent le sud-ouest, j'en connais qui commencent un peu à respirer, commencent un peu à dire « Oh, l'air frais, car il a fait très chaud aujourd'hui encore sur toutes les régions du sud-ouest. Les températures ont frôlé les 40 degrés dans certaines vallées, dans certains petits villages. En tout cas, 37, 38 degrés officiellement recensés par la météo nationale. Demain, il en sera de même, il fera beau, nous aurons du soleil quasiment partout. Quand je dis demain, c'est tout à l'heure, presque tout à l'heure. Regardez, une carte sans nuages ou tout au plus quelques corolles sur les Pyrénées dans le courant de l'après-midi.
c'est tout. Les températures du matin, la fraîcheur peut vous faire rêver, vous qui habitez dans la vallée de la Garonne avec 21 degrés à Bordeaux, la fraîcheur champenoise, 9 degrés seulement à Reims, 13 degrés à Paris, 16 dans le centre, et dans le courant de l'après-midi, des températures qui sont, notamment dans les régions du sud-ouest, 10 degrés supérieures aux normales saisonnières, et s'il fait un petit peu plus frais sur la moitié nord, tant mieux pour ceux d'entre vous qui habitent sur la moitié nord de la France, c'est parce qu'il y a des vents de nord-est qui amènent cette fraîcheur et qui permet d'avoir, disons, une atmosphère beaucoup plus respirable. En revanche, la chaleur, la canicule, la chaleur étouffante, sans vent, continuera de sévir sur les régions du sud et elle continuera de sévir dans les jours à venir. Et oui, pour ceux qui voyagent, ceux qui vont en vacances ou qui en reviennent, voici le temps qui règne hors de chez nous. Vous voyez quand même qu'il fait très chaud sur l'Algérie, même si on y est habitué. Il fait quand même 38 degrés à Alger, il fera 38 degrés dans le courant de l'après-midi d'aujourd'hui et 33 degrés à Madrid. Madrid, pour une fois, il fera moins chaud à Madrid qu'à Toulouse ou qu'à Bordeaux. Demain, ou tout à l'heure, décidément, oui, à l'heure qu'il est, remarquez, on s'embrouille un petit peu et on s'en mêle un petit peu les crayons. Demain, nous fêterons les Moniques avec un soleil qui va se lever à 7h01. Ça y est, nous arrivons maintenant aux 7h et il va se coucher à 20h43. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à vous tous, sur Antenne 2, bien sûr. Au revoir. Des villes en délire, le jeu de la grande évasion, un trophée pour des champions. Madrid, des origines à nos jours. Et viva España! Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido.